Chaque pays, en fait, écrit son propre roman national, mais ce n'est pas aux auteurs, aux autrices, aux écrivains, aux écrivaines de le faire. Ces injonctions sont là, elles sont posées, mais peut-être qu'on devrait pouvoir s'en libérer. En quoi Paul Bowles serait plus marocain que moi? Parce que lui, il a écrit sur Tanger. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de lectorat marocain? C'est qui? C'est quoi le lectorat marocain? La question à qui on s'adresse, il faut l'oublier quand on écrit parce que sinon on répond à une demande, mais en même temps elle est forcément là. Je sais que j'ai résolu ça pour moi, en tout cas en me disant j'écris pour des gens qui me liront peut-être pas, mais j'écris pour eux quand même. On va lire un auteur, une autrice du Maroc, et bien forcément ça va être un peu exotique, on va voir du pays, mais pas forcément. Je sais qu'aujourd'hui on est plutôt dans l'ère on est très souverainiste, très nationaliste, mais c'est beau l'universel. C'est vrai que c'est pas le lectorat qui a blâmé, c'est plutôt, en tout cas, les circuits de promotion vis-à-vis du lectorat. Après, moi, ça m'arrive très souvent, par exemple, que les gens me disent « Ah non, mais moi, les auteurs marocains, je lis pas. » Enfin, au Maroc. Parce qu'il y a une forme de « Ok, ils écrivent à peu près tous la même chose. » On a souvent tendance à dire « Oui, c'est méchante maison d'édition étrangère qui exotise le regard. » Oui, mais enfin, si on l'accepte, c'est que quelque part, peut-être que nous-mêmes, nous nous exotisons sans que nous le sachions. Au Maroc, je parle de scène locale cette fois-ci, on pourrait déplorer la quasi-absence de critique littéraire. La critique littéraire, moi, elle me semble fondamentale parce que, en fait, ce qui permet à chacun de s'autoriser et d'aller pousser des endroits de l'imaginaire qu'on n'a pas forcément poussé, c'est aussi qu'il y ait une forme de critique exigeante qui permet aussi de se dire on s'autorise tout, mais il y a une vraie critique. C'est ça. Un pays que l'on adore détester, qui est la France, a quand même une grande tradition de critique, certes, mais aussi d'émissions littéraires. Est-ce que c'est pas les maisons d'édition aussi au Maroc qui sont à questionner aussi L'exportation de plumes ou d'auteurs ou d'autrices, est-ce que c'est parmi leurs priorités ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a une petite tendance qui est en train de s'inscrire, je trouve, dans tout ce qui est coédition. On voit émerger des auteurs marocains dans les grands prix littéraires, mais est-ce qu'ils ouvrent forcément la voie aux autres? La distinction, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, elle est extrêmement complexe parce qu'elle soulève aussi la question de qui nous distingue. Est-ce que ce sont forcément des bons romans à chaque fois qu'ils sont distingués? Le prix, c'est l'aboutissement. C'est pas ce qu'il faut créer pour que les gens commencent à écrire. Écrire à partir de la marge, ou en tout cas écrire de façon à se méfier des reconnaissances du centre, ne doit pas nous conduire à une impasse de on écrit pour 4 personnes. Sinon, c'est aussi une forme d'entre-soi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tel Quel Talk, le podcast qui explore les enjeux socio-économiques, politiques et culturels du Maroc d'aujourd'hui et de demain. Littérature à l'honneur aujourd'hui, dans son numéro 1130, en kiosque le 18 avril dernier, Tel Quel a consacré un long dossier aux romancières de la diaspora. Un dossier réalisé et coordonné par Soundous Chaibi, que l'on salue, en partenariat avec le CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Si des noms comme Mohamed Leftah, Driss Chraibi ou encore Fatima Mernissi ont marqué les esprits, qu'en est-il des nouvelles voix? Comment les autrices et les auteurs qui écrivent depuis le Maroc et aussi ceux que l'on qualifie de plumes diasporiques, comment toutes ces voix tentent de se frayer un chemin sur une scène littéraire souvent marquée par d'autres hégémonies culturelles? On en débat aujourd'hui dans Tel Quel Talk. Et pour ce débat, nous avons le plaisir d'accueillir 2 invités engagés et talentueuses, 2 plumes marquantes de la scène littéraire marocaine contemporaine. Loubna Salaj pour commencer. Bonjour Loubna. Bonjour Bouchara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes romancière, éditrice, connue notamment pour Pourvu qu'il soit de bonne humeur, votre premier roman, prix Orange du livre en Afrique en 2021, on le rappelle, et aussi le très remarqué Effacé, roman dans lequel vous abordez la ô combien question vertigineuse de la quête identitaire, 2 romans, on le rappelle, coédités au Maroc et en France par La Croisée des Chemins et Au Diable Vauvert. Bienvenue à vous encore une fois et merci. Merci pour l'invitation. En face de vous, Hajar Hazel. Bonjour Hajar. Bonjour. Alors, vous êtes enseignante, entrepreneur culturel, également autrice, l'une des plumes les plus prometteuses de votre génération. Dans votre premier roman, L'envers de l'été aux éditions Gallimard, les corps, les silences, la mémoire aussi occupent une place centrale. Et puis, vous venez de récidiver avec votre deuxième roman, Le sens de la fuite, toujours aux éditions Gallimard, on le rappelle, un texte tout aussi intime, avec, je dirais, un engagement politique plus marqué. Cette fois. Bienvenue mesdames et merci d'avoir accepté le principe de ce débat. Une question grand angle pour commencer et ça sera pour vous Hajar, en écho avec votre tribune publiée dans les colonnes de Tel Quel, une tribune que vous avez baptisée Vaine tentative de définir un roman marocain de langue française. Et la question que j'ai pour vous Hajar Hazel, quel visage a aujourd'hui le roman marocain et qu'est-ce qu'il nous dit de son époque?
En fait, c'est une question qui est difficile parce qu'elle est justement, en fait, il y a plein de termes dans le sujet dans cette question qui sont pas forcément définis. Et moi, ce qui m'intéressait à travers cette tribune, c'est justement de questionner des formes d'évidence qu'on a. Donc, par exemple, le fait que beaucoup de ses ou en tout cas, il y a un attendu de la part des romanciers de la diaspora d'écrire des romans qui se situent au Maroc. Et à partir du moment où on échappe un petit peu à cette injonction, tout d'un coup, en fait, on nous pose des questions des deux côtés de la Méditerranée, et à travers l'itinéraire de Abdelkader Chad, qui est un écrivain sur lequel j'enquête depuis 4 ans, qui est le premier à avoir écrit en français au Maroc avant Sfreoui. Et bien, en fait, ces questions se posent depuis 1932. Et bien sûr, enfin, je veux dire, elles sont impossibles à dénouer, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est justement pourquoi est-ce qu'il y a une attente vis-à-vis d'un certain type de roman, et peut-être comment la déjouer, et quelles questions je me pose en tant que romancière, et peut-être que les lecteurs aussi se posent sur cette forme, en fait, d'attente ressemblante vis-à-vis de ce roman marocain qui, justement, est impossible à définir en réalité. Louna Sarraj, romancière éditrice, je le rappelle. Le roman marocain, c'est quoi ? C'est la question impossible, un peu. Mais c'est la question impossible, et j'ai envie de dire tant mieux que ce soit impossible en fait à définir, parce que si on se pose la question de quel serait le visage, ou même quels seraient les visages du roman marocain, ça veut dire d'emblée qu'on l'enferme dans quelque chose de roman national, justement. Or, en principe, en littérature, ce n'est pas l'objectif. Il y a des romans nationaux qui sont écrits pour des diverses raisons, etc., par les pays. Chaque pays, en fait, écrit son propre roman national, mais ce n'est pas aux auteurs, aux autrices, aux écrivains, aux écrivaines de le faire. Enfin, c'est pas nous. Par contre, j'aime beaucoup cette idée que c'est plutôt l'extérieur qui nous oblige à choisir et qui nous oblige à nous définir, qui nous oblige à justement nous donner une identité. Cette question d'ailleurs, il y a un auteur, un libano-palestinien qui l'a très très bien décrite dans son dernier livre, Le Caprice de vivre, c'est Jad Hillel, et qui, l'un de ses personnages, c'est un Palestinien, et qui justement se retrouve un peu forcé à écrire sur la Palestine, à écrire dans une forme de littérature palestinienne. Or, lui, tout ce qu'il voulait, en fait, à l'origine, c'est de s'extraire de cela. Donc, à un moment donné, on est ramené, c'est le cas, j'imagine, de toutes les littératures arabes, peut-être des littératures africaines, de ces littératures que l'on pourrait dire, ou qu'on pourrait penser qu'elles sont à la marge. Sauf que, quelle est notre marge de manœuvre, en fait? Parce que le regard, c'est l'autre qui l'a. C'est pas Hajar, c'est pas moi, c'est pas tous les auteurs ou toutes les autrices. Et puis peut-être que la question absolue, c'est qu'est-ce qu'un auteur ou une autrice s'autorise, et quelle est la marge de manœuvre qui lui est offerte d'abord par son agent littéraire, son éditeur, et aussi son lectorat, Hajar Hazel. Pour moi, c'était une façon de dire que peut-être ces injonctions sont là, elles sont posées, mais peut-être qu'on devrait pouvoir s'en libérer, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, que ce soit peut-être des textes plus expérimentaux qui vont tester des formes, des genres. Je parlais de science-fiction, et puis inversement, et c'est une question, enfin c'est quelque chose que je dis beaucoup moi pendant les rencontres que j'ai à la fois au Maroc et en France, vraiment des deux côtés. Je dis en quoi Paul Bowles serait plus marocain que moi, parce que lui, il a écrit sur Tanger. Et c'est ça que je trouve complètement paradoxal, c'est dans cette idée un peu absurde de nationalité littéraire. Je veux dire, si on écrit, c'est précisément pour essayer de sortir de ce qu'on est. Alors bien sûr qu'on parle forcément de soi, mais en tout cas c'est une tentative d'aller vers un ailleurs, vers un rêve. Et il y a Borges qui a une phrase magnifique dans un texte qui s'appelle L'écrivain argentin et la tradition, qui dit que les lecteurs argentins n'ont jamais autant reconnu Buenos Aires dans ses romans que quand ils n'avaient pas nommé. Et il dit parce que en fait, si on est argentin, en fait, dans ce cas-là, si on écrit une littérature argentine, je veux dire, tous les écrivains argentins le font. Donc à partir de là, si c'est juste son passeport, on l'est tous. Mais donc, du coup, la question de la nationalité littéraire, elle se pose pas, en fait, en ces termes-là. Et que si vraiment on veut écrire sur son pays ou sur quelque chose qui pourrait y ressembler, peut-être qu'il faut rêver, en fait. Et c'est par le rêve, par le fait de s'abandonner à un rêve, que là, on touche quelque chose de très profond, de très humain, et qui donc peut toucher aussi des lecteurs, par exemple, marocains. Et cette idée de s'abandonner à un rêve pour mieux toucher les gens les plus proches de nous, je la trouve à la fois, pour moi, c'est la définition de la littérature, parce qu'elle est apparemment contradictoire. Ça paraît très loin, le rêve, l'imaginaire, mais c'est précisément, en tout cas pour moi, la tentative que fait la littérature. Merci en tout cas de me tendre la perche, Hajar, par rapport à la place du lectorat. Louna Sarraj, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de lectorat marocain? C'est qui? C'est quoi le lectorat marocain? Et comment est-ce qu'on
pourrait aussi le définir. Attention, hein, mon but, c'est pas non plus d'être dans des injonctions ou d'être dans des assignations de ce lectorat, j'imagine, qui est aussi divers que varié et en prenant évidemment en compte nos sensibilités individuelles. Mais un regard global, est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il est exigeant? Est-ce qu'il est engagé? En tout cas, il est à l'image d'ailleurs de tous les lectorats, parfois là, parfois pas là. En fait, on se dit souvent, les auteurs, les autrices, est-ce qu'ils et elles sont lus ou pas? Ça, c'est la grande question. Et c'est la question d'ailleurs que posait il y a quelques jours Zakia Daoud dans une rencontre. Elle disait, je sais pas moi pourquoi on écrit, on me dit pourquoi on écrit. En fait, c'est la grande question de la littérature, pourquoi on écrit. En tout cas, on écrit et on espère après être lu. Mais si on écrit pour être lu, à mon sens, c'est un peu plus compliqué. C'est là, justement, une autre forme peut-être d'injonction, une question presque taboue, ça. C'est un questionnement quasi vertigineux. Est-ce qu'on écrit pour être publié? Est-ce qu'on écrit pour soi? Pour les autres? Alors, je crois que chaque personne qui écrit a sa propre réponse. Oui. Maintenant, il y a écrire. À mon sens, c'est différent de écrire et être publié. Et je dis pas pour être publié, parce qu'un écrit peut rester dans votre tiroir pendant des années et des années sans que vous autorisiez ou que même vous ne vouliez en fait qu'il soit publié. L'écriture, c'est quelque chose de très intime. Mais à partir du moment où on fait appel à une maison d'édition, à un éditeur ou une éditrice, là, on cherche autre chose. Il y a un ou plusieurs messages à faire passer, effectivement, des personnes à toucher. Mais est-ce qu'on écrit pour être lu par le plus grand nombre? Peut-être qu'on l'espère, évidemment. Enfin, les personnes qui écrivent ont des égos comme tout le monde. On espère être lu, on espère pouvoir échanger autour de nos livres, etc. Maintenant, est-ce qu'on écrit pour faire plaisir à un lectorat? C'est tout l'enjeu. Tout à fait. Pour lui, justement, lui livrer un roman qui lui ressemble ou lui donner à voir quelque chose qu'il n'a pas envie de voir. Ça aussi, c'est vraiment tout le questionnement et peut-être que on n'est pas obligé d'écrire en fait. De toute façon, on n'est pas obligé d'écrire dans l'absolu, vous me direz, mais on n'est pas obligé d'écrire à partir du Maroc ou sur le Maroc ou même de lire sur le Maroc ou les auteurs et les autrices marocaines. Hajal citait l'Argentine, une autrice comme Mariana Enriquez qui écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Les dangers de fumer au lit, que je vous conseille, qui est magnifique. Elle parle des mythes de l'Argentine, de ces charniers, de tout ça. On pourrait croire que c'est une image de l'Argentine, ça l'est pas, ça nous renvoie à nos propres mythes, à nos propres incertitudes, en fait, à comment est-ce que des secrets qui sont enfouis dans l'histoire d'un pays finissent forcément par ressentir. Ça fait quoi chez tout le monde, chez tous les pays et chez toutes les personnes qui ont cette curiosité de lire. Donc, il y a cette labellisation, effectivement, on va lire un auteur, une autrice du Maroc, et bien forcément, ça va être un peu exotique, on va voir du pays, mais pas forcément, parce que ce qu'on cherche dans un roman, et là, on parle de roman, absolument, c'est une émotion, plusieurs émotions, c'est être touché, c'est réfléchir, c'est qu'elle nous renvoie quelque chose. Alors, peut-être un mot encore plus tabou, d'universel. Je sais qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'ère on est très souverainiste, très nationaliste, mais c'est beau l'universel avant que certaines personnes en fassent on va dire une arme hégémonique. C'est beau l'universel, c'est vraiment ce qui nous lie. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on opposerait une plume diasporique d'une plume dite locale? On a des parcours qui sont différents. Cette différenciation, tiens, j'aimerais vous interpeller dessus. Déjà, l'appellation plume diasporique, vous en pensez quoi? Est-ce qu'en soi, c'est une autre injonction qui s'ajoute à toutes les injonctions déjà dont vous venez de parler, ou est-ce que c'est un qualificatif plutôt objectif? Oui. Alors, moi, je pense que l'appellation, elle est aussi reliée aux maisons d'édition dans lesquelles on est publié, qui sont à l'étranger, et à ce moment-là, c'est factuel, et je peux la comprendre en ce sens. Évidemment, on est tous difficilement enfermables dans une géographie. Souvent, on a grandi ici. Enfin, dans les plumes diasporiques, il y a beaucoup d'auteurs qui ont grandi au Maroc. Donc, à partir de quand ce qui pose d'ailleurs un problème de définition. C'est quoi une plume diasporique? Est-ce qu'elle est née ailleurs? Est-ce qu'elle est née ici et s'est exilée? Est-ce qu'elle s'est exilée et est revenue? Enfin, c'est très. Est-ce qu'elle est entre les deux? Moi, je travaille entre les deux. Je travaille au Maroc notamment. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de catégoriser. Bon, après aussi pour célébrer les Marocaines du monde. Et moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce numéro, c'est aussi découvrir des plumes néerlandaise, espagnole, dont on parle beaucoup moins, parce que c'est vrai qu'on est très concentré sur la France. Du coup, moi, publié en France, je fais partie de cette catégorie. Mais moi, à travers ce numéro, j'ai aussi découvert d'autres plumes, et il y en a dans plein de pays. Et en ce sens, c'est intéressant de poser cette catégorisation qui, évidemment, est plus complexe que ça. Après, moi, pour nuancer et un peu faire l'avocat du diable dans l'autre sens, je pense que
il y a tout ce qu'on a dit, il y a l'impératif pour moi, en fait, en littérature, si je ne m'autorise pas à rêver et à inventer, dans ce cas-là, je ferai du témoignage, ou je ferai des thèses, ou je ferai vraiment d'autres formes, ou du journalisme. Donc, je pense que, pour moi, la littérature doit rester un endroit où on peut inventer. Et en même temps, sachant tout ce qu'on sait, en fait, chaque auteur qui écrit a aussi une responsabilité politique de savoir, en fait, sa situation, d'où il parle, au nom de qui il peut parler. Et aussi, peut-être, en fait, moi, j'aime les plumes, en tout cas, qui sont conscientes de ça et qui, dans leur texte, déplient cette question. C'est pour ça que, par exemple, le Goncourt de Mbougar-Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, j'ai trouvé que c'était un tour de force parce que ça amène à le texte, en fait, a un recul sur lui-même. Il s'autorise à inventer et en même temps, il nous rappelle que dans quoi il est pris, dans quel... il parle beaucoup des reconnaissances empoisonnées. Alors, c'est très paradoxal parce qu'il a eu le Goncourt. On va parler de reconnaissance dans quelques instants. C'est ça. Et de ces questions, en fait, de ces centres qui nous voient que comme leur périphérie. Et moi, je suis extrêmement attentive à ça et je me dis, soit on peut en pleurer, soit on peut en jouer, mais de façon vraiment ludique. Et c'est là que Borges, moi, m'inspire beaucoup, c'est qu'il y a du jeu. Il y a du jeu au sens vraiment de jeu de piste, de savoir reprendre du recul, avoir des personnages dans mon roman qui disent va écrire des romans qui parlent de nous à Paris. C'est évident que là, je me critique moi-même et je permets aussi au lecteur de se dire ok, ce texte ne s'adresse pas à lui en priorité parce que les personnages en fait le renvoient au fait que c'est une périphérie en fait finalement de ce que j'essaye de faire en littérature, quand bien même je suis publiée en France. Et on va revenir sur cet enjeu de distinction, de reconnaissance, comme vous l'avez dit, parfois et souvent salutaire, mais parfois aussi peut-être un peu empoisonné. On y reviendra peut-être dans quelques minutes, mesdames. Loubna Salah, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur quelles sont les thématiques dominantes aujourd'hui dans le roman marocain de 2025, même si je sais que oui, vous deux, vous refusez de le définir. Mais si on pouvait... Roman écrit par des Marocains peut-être. Quelles sont les tendances de fond qui se dessinent en thématique abordée, en format, en démarche, et aussi, tiens, en prisme politique. J'entends ici et là que la littérature marocaine se politiserait, je mets ça au conditionnel, de plus en plus. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, Loubna Salah? Alors, si je commence par vous dire que tout est politique, je réponds pas forcément à votre question, mais je vais peut-être un petit peu essayer d'un petit peu plus élaborer. Je sais pas si la littérature marocaine ou les littératures au Maroc se politisent. En tout cas, on a l'histoire, on connaît l'histoire de notre pays. On a eu des moments, on va dire, d'engagement politique plus important, justement, dans les écrits, qu'ils soient dans des essais ou dans des romans, mais on parle aujourd'hui de romans. En tout cas, j'ai l'impression que les tendances de ce que, alors là, je mets ma casquette d'éditrice, du coup, de ce que je reçois, moi, comme manuscrit, ou de ce que je vois, ou ce que je lis de ce qui est publié, correspond quand même à une tendance un peu internationale. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, beaucoup aujourd'hui, il y a une tendance aussi à se raconter dans les livres, des formes d'autofiction qui sont plus ou moins assumées. On se raconte sa famille, on raconte voilà, ça c'est quelque chose qui est là et qui suit en fait une tendance mondiale. Maintenant, il y a quelque chose qui reste quand même marqué dans les romans écrits par des Marocains et des Marocaines. Je reprends la formule de Hajar. C'est beaucoup ce côté roman social, ce que j'appelle moi le roman social, c'est-à-dire se pencher vers des gens parfois... se pencher sur une catégorie sociale que l'on connaît ou que l'on connaît pas, après à chacun et à chacune de juger, de la raconter, de raconter des péripéties, des parcours. Souvent, on a cette impression de peut-être de romans qui sont un peu entachés de victimisation, de misérabilisme. C'est quelque chose que l'on reproche beaucoup en fait à des auteurs et à des autrices d'être dans tantôt reprocher, tantôt saluer. Alors, c'est pour ça que j'utilise le conditionnel, c'est-à-dire que on peut le reprocher, on peut le déplorer. Après, est-ce que ça enferme? Est-ce que c'est un témoignage aussi comme d'autres? Quelle est la volonté qui est derrière cet écrit-là? C'est très complexe en fait. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de lectorat? Est-ce que c'est aussi quelque chose que cherche ou que veut avoir ce lectorat? C'est lectorat. Donc c'est très compliqué. Et puis on parle là de romans écrits en français. Hajar a abordé la question de la langue. Il faut aussi mettre peut-être un point qui est important à mon avis, c'est que la majorité des publications aujourd'hui qui sont faites dans ce pays sont faites en arabe. C'est 79% des publications en arabe. On reviendra sur la dimension linguistique. Exactement. Et les romans, c'est grosso modo 20% en fait de ce qui est publié. Donc on reste quand même dans un pays qui publie majoritairement des essais, donc une certaine vision de l'intellectuel qui doit aller plus sur le terrain, de recherche scientifique. Il y a encore on est encore en train d'apprendre en fait que on peut écrire, on peut s'autoriser à écrire. Mais on va
pas revenir sur la question de la langue ici, quoique vous peut-être nous direz, la question de la langue et la question de la politique finalement sont très très liées lorsqu'on parle de littérature. Je le disais en tout début de cet échange, Hajar, votre dernier roman qui vient tout juste de paraître aux éditions Gallimard, Le sens de la fille, je le disais d'emblée, l'engagement politique est plus marqué dans celui-ci. Pourquoi déjà vous avez choisi de vous emparer peut-être de cette question davantage? Est-ce que vous avez aussi le sentiment que c'est une tendance de fond qui se déplie et qui concerne peut-être une bonne partie des auteurs et autrices marocains et marocaines contemporains? En fait, moi, je pense que, en tout cas, le sujet que j'avais envie d'explorer de façon littéraire, au départ, c'était vraiment il y a deux choses. Il y avait la question de la fuite. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, on décide de changer de vie en partant de points de départ et de possibilités de déplacement qui sont différents. Donc, j'ai une journaliste de guerre qui, elle, va là où elle veut et qui, du coup, est en prise aussi à ses questionnements sur son identité, qui est franco-algérienne d'ailleurs. Et puis, un harag et une mère de famille ordinaire qui, tous les deux, en fait, entreprennent des fuites dans des sens différents avec des ailleurs différents. Et l'autre aspect, c'était le journalisme. Et c'est en ce sens peut-être qu'il est engagé mon roman, c'est que déjà c'est un hommage au journalisme et notamment aux journalistes locaux à travers justement les regards croisés des journalistes qui arrivent dans des pays qu'ils connaissent pas et donc dont je corrige la vision en quelque sorte en donnant la parole aux journalistes locaux qui souvent eux ont des lignes rouges, ne veulent pas parler de ce qu'ils veulent, etc. Donc et puis à travers le journalisme, c'est évidemment aussi une forme de miroir de ma propre position d'auteur puisque moi j'écris et donc je m'interroge aussi sur l'écriture, sur ce que peut l'écriture, peut l'écriture d'un côté de la Méditerranée et de l'autre. Pourquoi ce choix franchement, je sais pas. Moi, je pense que c'est des sujets qui s'imposent. Je crois que 2011, c'est une période qui m'avait marquée aussi, et je voulais trouver une façon de la raconter de façon romanesque, pas raconter mon histoire parce que je n'ai pas vraiment grand-chose à raconter moi, parce que je n'ai pas vécu le 20 février au Maroc avec la même intensité que ceux qui étaient là en fait. Mais j'ai dirigé un média culturel qui est lié à 2011. Donc je voulais essayer de rendre hommage. Voilà, c'est ça, honorient.com qui m'a permis d'embrasser en réalité la carrière, je sais pas si c'est une carrière, enfin le parcours on va dire d'écriture. Et après la question de l'engagement, je sais pas, je rejoins ce que disait Loubna sur le roman social. Et d'ailleurs, vous avez fait un article très beau avec Iman Jamil, avec lequel je suis complètement d'accord. Il se trouve que c'est une amie aussi, sur cette espèce de tradition de dénoncer des choses sur le Maroc, mais avec un lectorat qui va être surtout en France. Et moi, c'est pour ça que dans mes romans, je ne peux pas ne pas avoir des regards croisés. Et donc, d'essayer de aussi critiquer, en fait. Mon roman, c'est aussi une forme de critique. En tout cas, une volonté de gratter le vernis du mythe des grands reporters qui sont très mythifiés, qui arrivent dans des terrains, qui ont la parole. Pensons aujourd'hui à Reza. Les journalistes locaux, en fait, ne sont pas crédités de la même façon que quelqu'un de CNN qui, en plus, ne peut pas rentrer à Gaza. Donc c'est vrai que moi ça m'intéresse de aussi utiliser mon expérience en France pour construire des personnages français, et je revendique ce droit. Et ça dérange, ça dérange. On n'arrête pas de me dire mais finalement vous êtes peut-être plus française que marocaine. Donc c'est très marrant. Donc je réponds pas complètement à votre question parce que je sais pas si je m'inscris dans ce roman social, puisque moi j'ai essayé de déplacer en fait les choses, de faire bouger les lignes, en parlant d'autres géographies que j'aime. D'ailleurs, l'Égypte, l'Algérie, c'est des géographies que je voulais que les Marocains notamment puissent découvrir à travers ce roman en fait. Et dans l'envers de l'été, on le rappelle, votre premier roman qui s'inscrit dans une autre dynamique avec un récit différent. Vous avez, en parlant de territoire, sciemment, et on en avait déjà parlé, sciemment voulu brouiller un petit peu les pistes, justement, pour ne pas inscrire le récit dans un territoire précis. Ça vous tenait à cœur. C'était un compromis éditorial. Tiens, c'est curiosité, vraiment spontanément. Comment ça se négocie, ça, avec des éditeurs français, des maisons d'édition de l'Hexagone? Moi, j'ai pas négocié. C'est-à-dire que c'était écrit comme ça et c'était... Ils m'ont pas demandé de situer davantage. J'ai inventé ce nom Tefl parce que je voulais quand même que ça puisse être palpable, en lui donnant un nom. Mais pour moi, c'était la condition de possibilité de ce roman. Et je prends absolument pas de retour non technique sur mes textes parce que je suis parano et je pense qu'il faut être parano en réalité. Je vois pas comment on peut ne pas être parano quand on voit comment il y a des stratégies de récupération. Après, ça doit pas nous empêcher d'écrire de façon plus directe. Moi, je pense aussi que j'ai des textes plus directs qui vont arriver. Donc, en fait, je pense aussi que ce sont des démarches qui doivent être analysées à l'échelle d'une œuvre, entre guillemets. Et voilà, je veux dire, en un roman, on peut pas, en fait, tout
Enfin, c'est pour ça qu'on continue ou qu'on arrête. Mais on peut se demander aussi si ces maisons d'édition françaises et étrangères, enfin européennes de manière générale, pensent un peu contre elles-mêmes, s'interrogent aussi sur peut-être ces dictats éditoriaux, évidemment qu'ils imposent pas, mais qu'ils discutent avec leurs auteurs issus des francophonies, francophones aussi, c'est une appellation, on y reviendra dans quelques instants. C'est aussi l'enjeu de fond, Loubna Sallaj. Qu'une maison d'édition qui soit basée dans n'importe quel pays veuille, on va dire, suivre ce qu'on appelle aujourd'hui sa ligne éditoriale et avoir un certain regard sur et avoir dans son catalogue quelque chose d'homogène, ça lui appartient. Après, effectivement, tout dépend de l'auteur ou de l'autrice. Dans quelle mesure est-ce que son écrit peut être négocié et dans quelle mesure aussi la personne partage ce regard-là, parce que on a souvent tendance à dire oui, c'est méchante maison d'édition étrangère qui exotise le regard. Oui, mais enfin si on l'accepte, c'est que quelque part peut-être que nous-mêmes nous nous exotisons sans que nous le sachions. Enfin, je parle de dire que quelque part peut-être que nous-mêmes on a encore un peu de mal à nous voir tel que l'on est, et c'est pour ça peut-être que l'on a une forme de volonté soit de nous montrer comme le meilleur, le plus beau pays du monde, pour reprendre un vieux slogan, ou comme un pays qui ne sera jamais un pays de littérature. Enfin, j'ai l'impression qu'on a du mal à nous voir juste comme on est. En fait, on a une grande tradition littéraire, certes, qui est beaucoup orale d'ailleurs, mais en termes d'édition, de production éditoriale et de vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que les gens écrivent ? Les gens écrivent de plus en plus, mais dans le monde et au Maroc, les gens écrivent de plus en plus. Est-ce que tout est publiable ? Non. Comme partout dans le monde. Est-ce que tout est dans cette catégorie de roman social ? Non. Il y a des choses parfois qu'on reçoit qui nous paraissent quand même assez... voilà, dans l'imaginaire, dans la science-fiction, parfois c'est des choses qui sont publiables ou pas. Donc il y a des choses qui se passent. On peut pas aujourd'hui se voir comme uniquement marocain. On vit dans un monde, on est traversé. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'une autrice ou qu'un auteur vive à l'étranger, c'est pas forcément qu'il est déconnecté du Maroc, parce que peut-être qu'on peut être beaucoup plus connecté du Maroc de l'étranger que des personnes vivant au Maroc. Ces étiquettes-là que l'on met comme étant forcément, si vous vivez à l'étranger ou si vous vivez au Maroc, vous êtes forcément plus connecté, vous allez forcément parler du Maroc. Bah non, en fait. Et dans cette dynamique toujours, Ajal, de penser contre soi-même, un exercice que tout le monde, peut-être dans l'absolu, devrait aussi pratiquer de temps en temps. On pourrait aussi, au Maroc, je parle de scène locale cette fois-ci, on pourrait déplorer la quasi-absence de critique littéraire. Ça aussi, c'est une question de fond. Ouais, c'est fondamental. En fait, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une question de lectorat, parce qu'il y a des textes qui font des tentatives et qui sont pas forcément lus. Je pense à Leïla Alami, qui a des textes qui sont très différents du reste du genre littéraire marocain. Je pense à certains romans, pas le deuxième de Maryam Alaoui, Sweet Cow, qui se passe aux États-Unis. Mais est-ce qu'on est prêt à se dire, je vais ouvrir un livre écrit par une auteure marocaine, mais elle va me parler d'un autre monde. Je sais pas si le lectorat aussi est pré-habitué. Et là, c'est quelque chose de systémique. Ça, je veux dire, ça demanderait beaucoup d'analyse pour se dire pourquoi aussi nous, on s'est habitué à aller vers un certain type de texte écrit par des auteurs marocains. Après, sur la question de la critique littéraire, moi, elle me semble fondamentale parce que, en fait, ce qui permet à chacun de s'autoriser et d'aller peut-être pousser des endroits de l'imaginaire qu'on n'a pas forcément poussé, c'est aussi qu'il y ait une forme de critique exigeante qui permet aussi de se dire on s'autorise tout, mais il y a une vraie critique. C'est ça. Donc ça permet qu'on n'ait pas, en fait, qu'on n'écrive pas tout le temps le même type de roman qui marche. Si ces romans qui marchent étaient peut-être davantage critiqués de façon constructive, pour voir qu'est-ce qui est déployé, pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'on reproduit, etc. Peut-être que ces auteurs-là, et puis même d'autres auteurs, auraient envie de se dire ok, je vais tenter quelque chose de la science-fiction marocaine. On n'a pas, et pour moi la critique littéraire est fondamentale et elle manque cruellement. J'ai envie de vous poser la question du coup, Loubna. Mais alors ça va vous titiller, je le sais. Est-ce qu'au Maroc, on a la culture de la critique littéraire? Ok, d'accord, je vois la reste. Clin d'œil à votre tribune publiée dans les colonnes de Libération, où vous parlez évidemment d'une autre thématique et vous interrogez l'existence ou pas d'ailleurs de la culture du débat d'opinion. Écoutez, je pense que ça ne va pas vous surprendre que je dise que je ne pense pas qu'il y ait de prédisposition à être dans une critique, dans une pensée critique. Par contre, je pense qu'on n'est pas habitué. Effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'habitude. Qui est-ce qu'on voit critiquer? D'ailleurs, est-ce que dans notre cursus scolaire, on nous apprend à avoir une pensée critique?
Non, on nous apprend à aller à l'école et à nous dire que ce que nous enseignent les professeurs, en fait, c'est la vérité. Et il n'y a pas d'autre. Il y a tout, en fait, nous inscrit dans une forme d'acceptation d'un récit qu'on nous donne. Là, je suis peut-être en désaccord avec Aja quand elle dit, oui, est-ce que le lectorat marocain veut aller, par exemple, acheter un livre de Leila Alemi? Pas que marocain, en général. Oui, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Parce que ce lectorat, en même temps, il y a aujourd'hui les libraires vous disent que toutes les publications de fantaisie, de choses qui sont totalement étrangères, on va dire, à notre petit pays, en fait, ça caracole en tête des ventes. Les jeunes, parce qu'on parle de jeunesse aujourd'hui aussi, qui a une appétence ou pas pour la littérature, les jeunes vont beaucoup un peu, encore une fois, comme beaucoup de jeunes dans le monde. C'est-à-dire que, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai l'impression qu'on essaie d'exceptionnaliser un comportement de lectorat marocain, alors finalement, il suit grosso modo, les tendances mondiales avec ce qu'il a à disposition. Je reviens à Sweet Kao, par exemple, parce que on va prendre l'exemple de ce roman. Est-ce qu'il a vraiment été médiatisé? Est-ce qu'il est beaucoup plus que la critique littéraire? Moi, c'est la question est-ce qu'il y a vraiment des journalismes culturels? Oui, c'est vrai qu'avant de parler de critique, c'est impératif de poser aussi la question de la médiatisation. Oui. Un pays que l'on adore détester, qui est la France, a quand même une grande tradition de critique, certes, mais aussi d'émissions littéraires où l'on voit, alors peut-être, peu importe est-ce qu'on discute ou pas avec l'auteur ou l'autrice qui peut être, on va dire, agréable ou pas, sympathique ou pas, on s'en fiche un petit peu, mais où l'on parle des livres. Là, aujourd'hui, c'est compliqué de parler des livres, en fait. Et on en parle où? Dans quel canot? Quelle place ont ces livres dans le paysage médiatique? D'où peut-être, Loubna, le choix de passer par des maisons d'édition étrangères. Et en l'occurrence, je me tourne vers vous, Aja, une maison d'édition française qui est la prestigieuse Gallimard, qui a publié vos deux romans. Pour avoir peut-être cette médiatisation, regard critique, un accueil de public avec des deux rives, et finalement un impératif aussi pour plus de visibilité. C'est vrai que c'est pas le lectorat qui a blâmé, c'est plutôt, en tout cas, les circuits de promotion vis-à-vis du lectorat. Moi, je vous dire, je vais être concrète, quand moi, mes romans qui se passent pas au Maroc, le second, il y a beaucoup de pays sauf le Maroc, on me dit, mais en fait, comment on va le présenter, comment on va le pousser ou pas, en fait. Et en fonction de la géographie, on pousse ou pas sur certaines géographies. C'est juste, ouais. Et après, je sais pas quelle est la responsabilité de la maison versus des librairies versus des distributeurs. Je n'en sais rien. Mais globalement, quand il y a pas le Maroc dans le pays, on va pas trop pousser. Enfin, parce qu'on se dit, donc c'est vrai que c'est plus complexe que la question du lectorat. C'est une frilosité, c'est-à-dire on s'attend tellement à ce que les gens ne lisent que le Maroc, parce que justement, ça, dans notre tête, il y a des représentations. On est marocain, marocaine, eh bien, on veut lire du marocain. Oui, alors que non. Sauf que non, parce qu'on a beaucoup de livres, en fait, qui sont vendus, qui ne sont pas des livres d'auteurs et d'autrices marocaines ou marocaines. Donc, complètement. Oui, c'est ça. Et puis après, moi, ça m'arrive très souvent, par exemple, que les gens me disent, ah non, mais moi, les auteurs marocains, je lis pas. Enfin, au Maroc. Parce qu'il y a une forme de, ils écrivent à peu près tous la même chose. Donc, c'est pour ça que quand je parlais du lectorat, je pense que c'est plutôt des têtes de fil qui s'adressent ou pas au lectorat plus large. C'est pas les lecteurs. On peut pas blâmer les lecteurs. Après, sur la question de la distribution et de la critique, c'est très paradoxal parce que vous savez, moi, justement, ce qui m'intéresse le plus, c'est les critiques au Maroc. Et c'est pour ça que, du coup, je salue quand même des initiatives qui ont existé. Bon, au sein d'Honorien, on faisait ça, mais il y a Assamina, donc un collectif d'auteurs, qui avait une plateforme justement de critique et qui faisait un travail, alors pas exhaustif, mais de critique très virulent même. Oui. Et je trouve qu'on a besoin, en fait, ça arrive de temps en temps, voilà, il y a une saillie à un moment, mais en fait, ce serait intéressant que ce soit plus régulier, de façon à ce que ce soit pas justement à charge et que ce soit plus précis. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a des initiatives, mais qui sont pas forcément visibles. Et c'est vrai que, moi, la critique, je veux dire, la réception en France, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des critiques, il y a des journalistes, mais ils le lisent aussi avec leur prisme. Donc, c'est pas forcément ce qui m'intéresse moi, même si je sais que je suis plus lue là-bas. Et ça, c'est un paradoxe. Moi, je veux dire, la question à qui on s'adresse, elle est pas, il faut l'oublier quand on écrit parce que sinon on répond à une demande, mais en même temps, elle est forcément là. Et en fait, a posteriori, on sait bien chaque texte a quasiment une adresse, en fait, invisible ou une adresse mystérieuse. Et moi, je sais que j'ai résolu ça pour moi, en tout cas en me disant, j'écris pour des gens qui me liront peut-être pas, mais j'écris pour eux quand même. Et ça paraît complètement paradoxal. Et là, je parle de langue, je parle de gens qui sont peut-être pas vivants. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me permet de rester sincère et de ne pas perdre mon cap, quand bien même le reste de l'industrie et les attentes sont partout. Et c'est vrai qu'il y a là, finalement, c'est le choc des industries et des exigences ou pas des maisons d'édition, avec finalement un élan créatif qui est
théoriquement censé être libre, mais qui fait face justement à toute une série d'injonctions. Loubna Salah, je vous demanderais de sortir votre casquette d'éditrice là pour le coup. Voilà. Parce qu'à l'instant, on a parlé du choix ou pas de se faire éditer à l'étranger pour pouvoir exister et avoir plus de rayonnement à l'international. Mais est-ce que c'est pas les maisons d'édition aussi au Maroc qui sont à questionner aussi dans cette dynamique? Est-ce qu'elles font tout? Peuvent-elles tout, justement, pour exporter les plumes dites locales à l'international? Alors, est-ce que c'est leur mission dans leur mission au pluriel, l'exportation, quel vilain mot, mais bon, on va le prendre, l'exportation de plumes ou d'auteurs ou d'autrices, est-ce que c'est parmi leurs priorités? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Par contre, il y a cette question qui est là, qui nous entoure, de reconnaissance. On sait, quand on est d'ailleurs en Afrique, mais comme d'autres pays, la Belgique connaît vraiment la même situation, c'est-à-dire que des auteurs, des autrices en Belgique ne sont reconnus que si ils et elles sont lus en France, parfois même s'ils sont publiés en France. Donc il y a quand on dit français francophone, c'est beaucoup le centre névralgique aujourd'hui reste la France pour plusieurs raisons. Parce que la taille de marché est plus importante, les maisons d'édition sont plus structurées, etc. On parlait de critique littéraire et de médiatisation aussi. Maintenant, si on revient aux maisons d'édition, effectivement, ce n'est pas à mon sens, aujourd'hui, ça fait pas partie de leur priorité. Alors, c'est un plus pour elles. Quand il y a un auteur, une autrice qui est publié en même temps à l'étranger, c'est évidemment, il y a un rejaillissement, il y a une notoriété qui est plus importante, qui profite à la maison d'édition. Aujourd'hui, il y a une petite tendance qui est en train de s'inscrire, je trouve, dans tout ce qui est coédition. C'est-à-dire que on parle de territoire et donc par exemple même une maison d'édition comme Gallimard commence à conclure des accords en disant ok, moi mon territoire primaire c'est le monde, la France, l'Europe, etc. Et pour des auteurs, des autrices qui viennent de pays différents, alors je parle du Maroc, on peut aussi parler de Tunisie ou aussi d'Afrique subsaharienne, eh bien en fait je vais faire je vais conclure des partenariats avec des maisons d'édition où on va avoir un prix local, parce c'est une question dont on parle pas, mais elle existe aussi, c'est le prix, c'est-à-dire que publier par exemple dans une maison d'édition comme Gallimard fait que le livre arrive au Maroc avec des circuits de distribution, avec certains un prix auteurs qui est quand même parviennent cher. justement à négocier faut pouvoir le faire quand ils vendent en fait. Cette tarification. C'est ça le paradoxe absolu. C'est Quand exactement on vend pas, moi j'aimerais bien. Pour moi c'est indécent le prix de mon roman. Même dans ma famille, j'ose pas leur parler du roman parce que je me dis mais 250 dirhams, c'est absurde. Mais encore une fois, c'est ça où c'est impossible comme discussion. Effectivement. On peut pas l'exiger quand on vend pas. Mais du coup, Loubna Salah, je voulais aussi vous demander pourquoi vous, personnellement, et je le disais au tout début de cet échange, vous avez choisi la voie de la coédition. C'est-à-dire une édition au Maroc et une édition en France, Au Diable Vauvert. Pour vos deux romans, pourvu qu'ils soient de bonne humeur et effacés, on le rappelle. Alors, c'était... au début... C'est un choix qui s'est imposé à vous? Alors, au début, c'était... Pourvu qu'il soit de bonne humeur a été publié d'abord au Maroc en 2020, on va dire à la veille du Covid. C'était ce qui était un excellent timing, n'est-ce pas? Et puis, en fait, après, il y a eu... je vais dire hasard, mais je vais mettre des guillemets parce que je ne crois pas vraiment au hasard. Il y a une éditrice, donc Marion Mazoric, de la maison d'édition Au Diable Vauvert, qui a lu le livre, qui a voulu en fait en acheter les droits et qui l'a édité une année plus tard. Et c'est comme ça que ma collaboration avec Au Diable Vauvert, qui est une petite maison d'édition engagée, dont la ligne éditoriale me correspondait un peu aussi dans mon engagement, et qui, on va revenir au sujet que évoquait Hajar tout à l'heure, et qui effectivement, à mon sens, du moins pour mes écrits, a beaucoup de respect pour mes textes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas justement une volonté d'avoir un regard un peu exotique ou essentialisant ou orientaliste, etc. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié, et donc du coup j'ai continué la collaboration pour effacer. J'aimerais qu'on enchaîne, si vous voulez bien, mesdames, sur la question des distinctions. On l'évoquait il y a quelques instants, c'est un point que vous avez soulevé, Hajar, et ces dernières années, on voit émerger des auteurs marocains dans les grands prix littéraires, mais est-ce qu'ils ouvrent forcément la voie aux autres? C'est une question pas simple. Je pense qu'il y a quand même, effectivement, il faut reconnaître que le nombre d'auteurs aujourd'hui qui sont publiés vient forcément d'une médiatisation importante d'auteurs qui nous ont précédés. Je pense à Layla Slimani, Tahar Benjelloun. Je pense que tout ça fait que il y a une forme d'émulation et
d'envie de se dire moi aussi peut-être j'ai un autre point de vue aussi à apporter par rapport à ce point de vue parfois dominant. Donc je pense que oui, je pense que ça crée une forme de mouvement. Après la question de la distinction, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, elle est extrêmement complexe parce que elle soulève aussi la question de qui nous distingue, auprès de qui, comment la personne qui nous distingue nous voit. Et en même temps quand on écrit, c'est sûr que c'est aussi, il y a forcément je veux dire, on peut pas dire qu'on refuse la distinction ou qu'on cherche pas à être lu davantage. Donc voilà, moi je pense que, je pourrais pas mieux le raconter que le raconte Bougarsar dans son roman, mais je pense qu'effectivement c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'adresse à quelqu'un qui ne nous lira pas. Ça paraît vraiment contradictoire, mais pour moi personnellement c'est ça qui fait que je continue à écrire, c'est que je me dis qu'il y a quelque chose peut-être qui nous dépasse à un moment T où on écrit un texte, mais qui permet de continuer indépendamment de ces reconnaissances-là qui peuvent être chargées d'une façon ou d'une autre. Et ça me rappelle en tout cas un vieux débat qui posait cette question assez cocasse. Est-ce que ce sont forcément des bons romans à chaque fois qu'ils sont distingués, Loubna Stalhaj? Ça, c'est un vieux débat, mais qui ne vieillit jamais, en fait, je crois. Et donc, la question se pose, il me semble, à chaque fin d'année, parce que c'est la saison des prix. Et là encore, on parle de distinctions qui sont majoritairement quand même basées en France. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez, mais ça rejoint aussi tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la médiatisation, etc. On n'a pas encore assez de prix. Vous avez cité tout à l'heure le prix Orange du livre en Afrique qui malheureusement a disparu. Donc il y a des choses aussi, c'est-à-dire que, et c'est pas anodin en fait. Je trouve que c'est pas anodin qu'on n'ait pas de distinction, mais c'est pas juste pour créer demain un prix. Le prix c'est l'aboutissement, c'est pas ce qu'il faut créer pour que les gens commencent à écrire non, c'est quelque chose qui naît avec une maturité, on va dire, d'une économie qui est quand même l'économie du livre qui existe. Alors, je rebondirais sur par exemple, pour moi, le livre de La plus secrète mémoire des hommes d'M. Bougarsar a beaucoup plus ouvert la voie, parce que vous utilisez cette expression de Bouchra, aux auteurs et aux autrices d'Afrique, qu'un autre prix Goncourt, peut-être même qui vient du Maroc. Parce que pour moi, il a abordé son texte est extrêmement... d'ailleurs, il pense contre soi-même. Lucide, ouais. Et puis, son texte est coédité. Il a tenu à être coédité et en France et au Sénégal. Et ça, c'est aussi un message fort, c'est de dire, je peux être et ici et là-bas et je n'ai pas à choisir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi qui peut nous amener à une forme de libération, de se dire, oui, certes, on veut être publié, on veut être lu par le plus grand nombre. Et oui, majoritairement au Maroc, quand on est connu en France, on est connu au Maroc, c'est comme ça que ça se passe. C'est aussi ça, cette question de reconnaissance. On est connu au Maroc que parce qu'on est vu, lu, entendu en France. Justement, en parlant de libération, Hajar, une littérature plus émancipée, plus rebelle, plus authentique, est-ce qu'au fond, elle ne sera promue que par l'auto-édition, des revues indépendantes, que par les marges, finalement? Est-ce que vous avez le sentiment que ces marges on voit au chapitre, arrivent à occuper l'espace aujourd'hui? Alors moi, il y a un texte qui m'a marqué sur ce sujet, c'est Rester barbare de Louisa Yousfi. Et je trouve que ce qui est hyper intéressant dans ce texte, c'est notamment le fait qu'elle donne des exemples de gens qui ne sont pas restés à la marge sur le plan du lectorat. Elle donne l'exemple de Chester Himes, elle donne l'exemple du rap, elle donne de PNL, de Booba. Et moi, je trouve que il est possible justement de penser à partir de la marge. Vous avez dit PNL, les puristes de la littérature. Ah oui, mais je revendique complètement. On en a perdu au moins un quart, je crois. Alors faut pas me dire parce qu'il y a plein de rap et d'ultra dans mes romans. Mais oui, en fait, je pense que, en tout cas, personnellement, cette question de écrire à partir de la marge, ou en tout cas écrire de façon à se méfier des reconnaissances du centre, ne doit pas nous conduire à une impasse de on écrit pour 4 personnes. Sinon, c'est aussi une forme d'entre-soi. Et moi, je trouve que ce texte, pour le coup, c'est une sorte de manifeste qui nous invite à penser à partir de la contradiction, à partir de l'amoral. Elle dit, Chester Himes écrit qu'il rêve de tuer une blanche, et que c'est ça la littérature, c'est qu'on peut faire dans un texte ce qu'on ne peut pas faire dans le monde. On peut prendre les rapports de force qui existent dans le monde et on peut les inverser dans un texte. Après, c'est un travail effectivement de longue haleine, c'est pas facile. Moi, j'ai une amie par exemple qui a écrit un roman à partir de la minute de silence qui a été consacrée à Samuel Paty en disant, elle était enseignante, elle s'appelle Assia Joulaït, et ses élèves lui ont dit, Madame, nous, personne n'observe des minutes de silence pour nous. Et là, elle a voulu raconter
à quoi pourrait ressembler une forme de justement cette contradiction. C'est-à-dire, bien sûr, c'est horrible ce qui s'est passé avec Samuel Paty, donc il faut reconnaître. Et en même temps, comment des élèves peuvent en arriver à ressentir ça? Qu'est-ce qui se passe dans leur propre deuil à eux qui sont pas observés? Et donc, elle imagine l'histoire d'un enfant, en fait, dont la mère meurt et il se retrouve orphelin et il refuse d'enterrer son corps et il reste avec ce corps parce qu'il a peur aussi qu'il soit enterré au pays. Moi, j'espère écrire, en tout cas, continuer à écrire à partir de ça, de cette contradiction, donc de déranger. Et donc, forcément, si on dérange des deux côtés. Enfin, je veux dire, on va pas arranger l'un pour plaire à l'autre. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et puis, pour rebondir sur Bougarsar, alors, il y aurait plein de critiques à faire aussi à ce texte, parce que, je veux dire, voilà. Comme à tout texte. Comme à tout texte, mais je trouve intéressant que, justement, il ait mis des phrases en sérère, par exemple, sans les traduire. Et c'est là, pour moi, le degré ultime de je crie pour une cible qui me lira moins. Ça, c'est une question qui divise beaucoup. Hein. Alors, on va repartir. Parlons-en. on va repartir sur 1 heure de débat encore. Oui, sur la question de l'injonction à traduire ou non. Exactement. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que à travers ce texte, on voit bien que il y a une adresse à des lecteurs peut-être minoritaires en termes de chiffres, mais qui sont majoritaires, qui sont importants pour l'écrivain. Personnellement, moi, c'est ça qui m'intéresse en littérature. Accompagner un texte avec un forme de guide, on va dire, pour la compréhension justement de formules. Est-ce que c'est une nécessité? C'est un caprice? Votre avis sur cette question de la traduction, Lumna Sraj? Alors moi je trouve que c'est assez, je remarque quelque chose de très paradoxal aujourd'hui, c'est qu'en même temps on se dit oui, écrivons dans toutes les langues, pas d'injonction. Ajala a parlé effectivement. Aujourd'hui on parle beaucoup des Marocains et des Marocaines qui publient dans des langues qui sont peu connues, le néerlandais. Et en même temps, on est là en train de dire oui, non, on refuse de traduire des termes ou des choses qui sont propres à nous, par exemple en Darija. Moi, la traduction ne me dérange pas, par exemple en tant que lectrice, ne me dérange pas dans un texte quand j'ai lu, par exemple, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Il y avait des mots qui étaient traduits, il y a des choses qui sont traduites. Moi, ça ne me dérange pas parce que pour moi, je ne le prends pas comme étant quelque chose d'infantilisant, en fait, en tant que lectrice. Mais je comprends aujourd'hui que ça devienne, on va dire, un sujet politique et de dire non, moi, si vous voulez me lire, allez chercher en fait la signification de telle chose. Je sais pas si c'est aux lecteurs et aux lectrices de le faire. Je pense que c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas nous-mêmes réglé parce qu'on se pose encore cette question-là. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on se pose d'ailleurs au Maroc en disant Darija, arabe, français, est-ce qu'on traduit, est-ce qu'on ne traduit pas? Peut-être que c'est quelque chose vraiment qui nous concerne. Parce que en tant que lectrice, mais ça n'engage que moi, évidemment, ce que je dis n'engage évidemment que moi, ça ne me dérange pas d'avoir des choses qui sont traduites parce que pour moi, c'est plus une main que l'on me tend, qu'on me dit, ok, voilà, en fait, non, voilà ce que je veux dire. Alors, c'est peut-être mal traduit, ça pourrait être mieux traduit. Si je parlais cette langue-là, je le comprendrais beaucoup mieux. Mais pour moi, c'est ça la vertu de la traduction. Et aujourd'hui, on parle justement de beaucoup plus traduire les romans, que ce soit de Marocains d'ici ou d'ailleurs. On parle, et la traduction a un rôle qui est très important et on ne traduit pas assez. On ne traduit d'ailleurs pas assez déjà les romans qui sont publiés au Maroc, on ne traduit pas assez des romans qui sont publiés à l'étranger. Donc c'est vraiment une problématique qui est cruciale. Voilà, c'est cette question de non, en fait, on va écrire dans nos langues parce que c'est une revendication. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on fait poser sur les épaules des lecteurs et des lectrices une problématique qui finalement ne les concerne pas, en fait. Voilà, je pense que ça dépend de chaque texte. C'est pour ça que là, on parle de romancier en général, mais je trouve que dans le texte de Bougarsar, ça s'explique complètement. C'est un jeu de pistes, c'est un auteur qui cherche un autre auteur, donc je trouve que ça ne fait pas artificiel. Tout est une question de dosage. À partir du moment, effectivement, ça devient un manifeste et que c'est quelque chose de seulement politique au sens politicien, autant faire un tract, autant faire une démarche plus efficace. Un manifeste. Exactement. Moi, je pense que chaque sujet impose des formes. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte de Bougarsar, c'est justement que comme il parle de littérature, il s'autorise aussi à interroger cette question de reconnaissance, de langue. Il parle des langues aussi. Il parle des langues. Et les phrases, justement, qui ne sont pas en français, ne sont pas... alors, je peux le dire parce que je les ai pas comprises, du coup, mais elles ne sont pas nécessaires à la compréhension du texte global. C'est-à-dire que ce sont pas des extraits dans une autre langue qui nous empêchent de comprendre la portée
du roman. Ouais, c'est ça que je trouve intéressant, c'est quand t'as un texte, justement, après, c'est une démarche très personnelle, mais va tellement retourner le stigmate, parce qu'en fait, de toute façon, on est quand même en prise avec ça, on est quand même des littératures minorisées par rapport à la littérature mondiale, même si ça change, même si moi je suis optimiste. Et je dirais d'ailleurs que il y a quand même des initiatives à saluer, les ateliers de la pensée à Dakar, le Flamme, enfin, qui arrive à attirer des auteurs, voilà, de partout. Je veux dire, il y a quand même des africains. Voilà, il y a ces systèmes de reconnaissance locaux, je pense, ils vont être amenés à être développés. Mais je crois que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on rend irrésistible précisément cette langue qui nous paraît secondaire, parce que l'histoire la rend. En fait, on a envie en tant que lecteur d'aller chercher. C'est pas que ça, c'est plus une barrière. Ça devient presque un jeu avec le lecteur qui se dit il y a peut-être quelque chose là qui va me permettre d'accéder encore à un niveau de compréhension encore plus profond. Et ça, c'est le texte qui permet de faire ça, et c'est le sujet qui le réclame ou pas en réalité. Alors on arrive au bout de cet épisode, mesdames. Évidemment, il me reste encore 1 million de questions à vous poser. Mais au moins, ça sera pour la prochaine fois. Par contre, il y a une question que je ne peux pas contourner. J'aimerais vous demander, l'une et l'autre, une recommandation littéraire, un roman marocain, écrit par une femme ou un homme, qui vous a récemment marqué et que vous aimeriez voir lu partout dans le monde. Je commencerai par vous, Loubna Salaj. Alors, j'aurais une pensée en fait pour une autrice pour qui c'est le premier roman, qui est souffrante, qui se bat aujourd'hui contre une maladie qui est un peu compliquée. C'est Mariam Hajhamou qui a publié dernièrement son premier roman. C'est une nouvelliste et une poétesse. Donc son premier roman sur lequel elle a travaillé pendant très longtemps, qui s'appelle Les Racines, fresque familiale à Casablanca. C'est un très joli roman, très poétique. Et voilà, et j'ai une très très grande pensée pour elle aujourd'hui. Nous lui souhaitons en tout cas un prompt Merci pour elle. Rétablissement. Alors ce n'est pas un roman, voilà, comme ça on n'est vraiment pas dans les règles. Assumons-le, c'est ce qu'elle qualifie comme fiction. Je l'ai cité tout à l'heure, c'est Zakia Daoud qui publie dernièrement aux éditions du Sirocco Candidat ou Jour paisible à Marrakech, qui est un regard très très alors à la Zakia Daoud, mais très intéressant sur la société marrakchi, la société marocaine, ou les sociétés marrakchi et les sociétés marocaines plutôt, avec pas mal de distance mais sans détachement, c'est-à-dire on y lit vraiment beaucoup de nos ambiguïtés et de nos propres questionnements sur nous-mêmes dans ce regard de cette Candide en fait au féminin. Et à votre tour, Hajar Ezel. Moi, si je vais un peu déroger à la règle, je vais déjà en fait faire une déclaration d'amour au cinéma marocain et aux jeunes cinéastes marocains, parce que je trouve que pour le coup, il y a des imaginaires qui se déploient, qui sont de plus en plus intéressants. Le Kadib al-Abiad de Asma El-Moudir, Zanqa Contact de Ismail Araqi qui est génial, Malikat. Enfin, il commence à y avoir vraiment des imaginaires à la Dinjem. Enfin, moi, je suis vraiment extrêmement fière en fait de voir cette génération qui déploie des imaginaires qui sont de plus en plus différents en fait les uns des autres. Et pour le livre, je dirais Agadir de Mohamed Khayreddine, qui est un texte magnifique, écorché, poétique, vraiment c'est un texte qui m'a beaucoup marqué, et pareil, c'est un auteur, je trouve qui gagnerait à être encore plus connu et lu. Eh bien, on notera bien vos recommandations, mesdames. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous. Merci beaucoup. Loubna Salaj, je rappelle que vous êtes éditrice, romancière, autrice de Pourvu qu'il soit de bonne humeur, prix Orange du livre en Afrique en 2021, et aussi le très remarqué Effacé. J'aimerais encore vous accorder une petite minute, parce que Loubna, on vous lit, mais on peut aussi vous écouter. Vous venez de lancer le podcast On roule livre avec S, je le précise, podcast dans lequel vous partagez les livres de tous les genres, de toutes les époques, avec amour et un humour particulièrement grinçant. Mais toujours. Vous voulez peut-être en dire un mot très rapidement ? Oui, c'est un podcast qui est tout jeune, mais qui est plein d'entrain, j'espère. Oui. Voilà, c'est vraiment tout type de livre. Alors, il n'y a pas que du roman. Par exemple, le dernier épisode a été consacré à l'essai de David Graeber qui s'appelle Bullshit Job. Oui. Tous ces jobs à la con, voilà, que l'on fait parfois sans beaucoup de conviction. Et donc, c'est toute une critique justement sur le monde du travail. Oui. Voilà, c'est un podcast qui dit mon amour pour la littérature. Et disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci. Voilà qui est dit. Hajar Ezel, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes entrepreneur culturel, enseignante, également autrice, l'une des plumes les plus remarquées, prometteuses
de votre génération. Si et je ne vous flatte pas en le disant. Vos 2 romans, L'envers de l'été et Le sens de la fuite, qui vient tout juste de paraître un 20 février, il me semble. Oui, ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Une date hautement symbolique pour vous. Ont tous les 2 été publiés aux éditions Gallimard. Merci encore une fois. Merci à vous. Pour élargir vos horizons, n'hésitez pas à consulter le numéro 1130 de Tel Quel en kiosque depuis le 18 avril, dernier numéro dans lequel vous découvrirez un très long dossier consacré aux romancières de la diaspora, un dossier réalisé et coordonné par Soundou Chaibi, que l'on resalue à nouveau, un dossier réalisé en partenariat avec le CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, et cette édition, je le rappelle, est bien sûr disponible en version numérique sur telquel.ma. Allez-y, abonnez-vous. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à partager cet épisode, à nous suivre sur les plateformes d'écoute et à lire toujours plus d'auteurs et d'autrices marocains et marocaines d'ici et d'ailleurs. À bientôt pour un nouvel épisode de Tel Quel Talk.